Je travaillais de nuit au 7-11 à la périphérie de la ville depuis environ 6 mois. J'avais 22 ans, je préparais mon diplôme d'ingénieur, donc les heures tardives étaient tout ce que je pouvais faire dans mes laboratoires. David, le manager, était un ami de mon cousin et m'a aidé à décrocher le poste quand je lui ai dit que j'avais besoin de l'argent pour tenir le coup. J'étais vraiment reconnaissant. C'était généralement un silence total, avec seulement quelques personnes pour faire l'essence ou fumer des cigarettes. J'étais à la moitié de mon service ce mardi soir. L'horloge murale indiquait qu'il devait être environ 2 heures du matin. Le magasin était complètement mort, et je remplissais justement le présentoir de chips quand la porte a sonné et qu'une femme blonde est entrée. Quand elle est arrivée, je pensais qu'elle était juste une cliente ordinaire. Elle semblait peut-être avoir la trentaine, portant un jean rayé stylé et une veste en cuir, mais elle ne regarda même pas autour d'elle avant de se diriger directement vers le comptoir. « Avez-vous de la glace et des bandages ?» ?»« Oui. » Je lui ai indiqué où se trouvaient les premiers secours. Elle a pris des bandages et de la gaze, puis un sac de glace. Tout ce temps, elle avait ce sourire vraiment étrange, comme s'il était figé sur son visage et qu'elle ne pouvait pas l'enlever. « Merci, ma chérie. Ignore-moi, d'accord ? Quoi que tu vois, ignore-le. » Elle a éclaté de rire. Et honnêtement, ça m'a donné la chair de poule. Mais elle est partie avant que je puisse lui demander ce que ça voulait dire. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle s'approchait d'une voiture près des pompes à essence, ouvrait la porte arrière et commençait à s'occuper de quelqu'un sur la banquette arrière. C'était un gamin, peut-être 7 ou 8 ans, allongé immobile. J'ai continué à regarder. Quelque chose clochait. La femme lui posait des bandages et utilisait la glace, mais le gamin ne bougeait pas du tout. Soudain, elle a levé les yeux et a croisé mon regard à travers la fenêtre. Le sourire sur son visage s'est encore plus blanchi. Mon estomac s'est noué. Gardant le regard dans ses bras, elle prit l'enfant dans ses bras, ouvrit la porte et revint en tenant l'enfant dans ses bras. Il était complètement inconscient, la tête basculant en arrière et les bras pendants. Nous avons eu un accident. Tu peux le surveiller 1 minute pendant que j'utilise les toilettes et que je prends à manger. Je dois l'emmener à l'hôpital, mais je dois d'abord nettoyer. J'ai regardé alternativement l'enfant et elle. Oui, bien sûr. Elle l'a posé par terre près du comptoir et est partie aux toilettes. Je suis resté là, à fixer le gamin. Mes yeux se posèrent sur sa voiture. Il avait l'air comme neuf. Je veux dire, j'ai vraiment regardé. Et il n'y avait ni égratignure, ni bosse, ni fenêtre cassée. S'ils avaient eu un accident assez grave pour assommer un enfant, comment la voiture pouvait-elle être parfaitement en état? Et la femme ne semblait pas du tout blessée. Quelque chose n'allait vraiment pas. L'histoire n'avait pas de sens. Je suis resté là, réfléchissant et essayant de comprendre quoi faire. À ce moment-là, le gamin gémit et bougea un peu. Ses yeux commencèrent à s'ouvrir lentement. Il avait l'air confus et effrayé. Je me suis agenouillé à côté de lui et lui ai chuchoté « Hé, ne t'inquiète pas. Ta mère va t'emmener à l'hôpital. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé dans l'accident ?» L'enfant me regardait, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes, alors qu'il murmurait « Elle est... » Ce n'est pas ma mère. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis levé, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 911. Je leur ai raconté toute l'histoire. Ils ont dit qu'ils envoyaient des flics. Mais je savais qu'elle sortirait bien avant l'arrivée des policiers. Alors je suis allé à la salle de bain. La femme était toujours à l'intérieur et j'entendais l'eau couler. J'ai silencieusement verrouillé la porte de l'extérieur avec mes clés de travail. Quelques instants plus tard, de forts coups résonnèrent dans le magasin. Elle frappait à la porte en hurlant. « Laissez-moi sortir! Je dois emmener mon fils à l'hôpital! Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. Je suis resté près de l'enfant, je l'ai calmé et je lui ai dit que de l'aide allait arriver. Les coups devenaient plus forts et plus frénétiques. « Ouvre cette porte tout de suite! Elle a besoin d'un médecin. » Elle n'arrêtait pas de crier, de me menacer, de me poursuivre en justice et de dire que j'en serais responsable si son fils mourait. Mais je ne l'ai pas déverrouillé et j'ai juste attendu. Bientôt, les sirènes se rapprochèrent. Les coups cessèrent soudainement et tout devint silencieux. La police est arrivée en quelques minutes. J'ai déverrouillé la salle de bain et ils l'ont sortie. Elle pleurait et criait que je l'avais enfermée, que son fils avait besoin d'aide et que j'étais fou. Mais les policiers ont regardé le gamin et lui ont posé des questions. Il leur a dit qu'elle n'était pas sa mère et qu'elle l'avait emmené au parc. Il a dit qu'elle lui avait donné quelque chose à boire qui le rendait somnolent. L'histoire de la femme s'effondra complètement. Ils l'ont arrêtée là. Quand ils l'ont menottée, elle criait encore et insistait pour dire que l'enfant était à elle. Mais il ne l'était pas. Ils ont trouvé des drogues dans son sac à main et correspondaient à celles trouvées dans le corps de l'enfant. Les parents du gamin sont venus au poste plus tard dans la soirée.
Il l'avait signalé disparu des heures plus tôt. Il jouait dans un parc et avait disparu. Il pleurait, me remerciait encore et encore, disant que j'étais un héros. Je ne me sentais pas comme un héros. Je me suis senti mal parce que je n'arrêtais pas de penser à tout cet épisode. Je serai diplômé d'ici la fin de cette année. Je travaille toujours dans ce 7-Eleven et je fais des quarts de nuit, mais je surveille les gens de plus près maintenant, en veillant à ce que rien ne semble déplacé dans leurs histoires. Cette nuit-là m'a appris que le mal ne ressemble pas toujours à du mal. Parfois, on dirait une femme normale qui achète des bandages. Et parfois, la seule chose qui sépare un enfant d'un cauchemar, c'est de savoir si vous faites attention ou non. Je m'appelle Ethan Cole. Je travaillais de nuit dans un 7-11 à Phoenix, Arizona, et je détestais chaque seconde de ça. Mais ça a payé les factures. Eh bien, j'étais au collège communautaire, alors j'ai décidé de tenir un peu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, la plupart des nuits étaient d'un calme mort, avec seulement le bourdonnement des lumières, le bourdonnement des glacières et les allées vides. De temps en temps, un type ivre passait chercher un paquet de chips. C'était un vendredi soir. Le service se déroulait comme d'habitude. J'étais derrière le comptoir, regardant les rediffusions du bureau. Il était 2h13 du matin. Je le sais parce que je me souviens avoir vérifié mon téléphone juste avant que la clochette au-dessus de la porte tinte 2 fois. 2 hommes sont entrés séparément, mais on sentait instantanément la tension entre eux. Il y avait quelque chose qui clochait chez eux. Le premier gars était tout nerveux, super maigre, et regardait par-dessus son épaule comme si quelqu'un le suivait. Le deuxième était grand, avec un visage long et un calme d'une mort. Il attrapa une bouteille de soda dans la glacière et resta là, regardant le premier homme à travers la porte vitrée qui passait d'allée en allée. Je les ai ignorés et j'ai continué à regarder l'épisode jusqu'à ce qu'ils arrivent tous les deux à la caisse à la même heure, côte à côte. Mais au lieu de payer et de partir comme des clients normaux, ils se regardèrent et commencèrent à ricaner. « T'as du cran de venir ici, Josh ?» Josh esquissa un sourire en coin. « Tu me dois encore, Max. » J'ai reculé. Ce n'était pas mes affaires, et je ne voulais pas en avoir affaire. Ils ont commencé à se taquiner. La dispute s'intensifia rapidement avec des voix plus fortes. Max reculait, les mains levées en défense. « Je t'avais dit que je te trouverais l'argent. Donne-moi juste plus de temps. » Josh n'écoutait pas et n'était pas intéressé à parler. Il attrapa la bouteille de soda qu'il tenait et la brisa sur le bord du comptoir. Le verre a explosé partout. J'ai sursauté et baissé les yeux pour éviter les éclats. Quand j'ai relevé les yeux, l'homme calme avait un couteau sorti. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais littéralement figé sur place. Le grand gars a saisi le couteau et l'a enfoncé entre les côtes du maigre type. L'attaque fut brutale, sans cri ni chaos. Il poignarda le maigre encore et encore jusqu'à ce qu'il s'effondre contre l'étagère d'exposition, des sacs de chips tombant autour de lui. Le sang trempait sa chemise et se répandait rapidement. L'assaillant a à peine réagi. Il s'est contenté d'essuyer la lame sur sa manche. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'as rien vu ?» Sa voix était posée et posée. Cela m'a suffi. Sans perdre une seconde de plus, j'ai appuyé sur le bouton d'alarme silencieuse sous le comptoir et j'ai filé par la sortie arrière dans la ruelle. Je ne me suis pas retourné ni arrêté avant d'atteindre le commissariat à 6 pâtés de maison et d'entrer en trombe, haletant. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle ni à formuler des mots. Je continuais à pointer vers le magasin. Les policiers se sont précipités pour obtenir des détails. Je leur ai tout raconté entre 2 exclamations. Ils ont pris leur équipement et m'ont dit de monter dans la voiture de patrouille. Nous sommes retournés au magasin avec les lumières clignotantes et les sirènes hurlantes. Mes mains tremblaient et je ne pouvais pas les arrêter. L'intérieur de la scène n'était pas propre. L'homme blessé était toujours allongé là, près de l'allée, dans une mare de son propre sang. Il était à peine conscient. Les ambulanciers sont arrivés, l'ont rapidement chargé sur une civière et ont commencé à s'occuper de lui immédiatement. Le magasin était en désordre, avec du verre brisé, des présentoirs renversés et du sang étalé sur le sol. Mais l'assaillant avait disparu. Les agents ont fouillé tout le bâtiment, la ruelle et les rues environnantes, mais aucune trace de lui n'a été trouvée. Ils ont récupéré les images de surveillance et les ont regardées en arrière. Tout était là. Les 2 hommes qui entrent, la dispute et la bouteille qui se brise. Mais au moment même de l'attaque, la vidéo s'est coupée et est devenue noire, comme si quelqu'un y avait joué. Quand il est revenu quelques secondes plus tard, l'assaillant était déjà en train de sortir par la porte arrière.
J'ai passé des heures au commissariat, sous des lumières fluorescentes intenses, avec des questions sans fin, repassant chaque seconde de ce que j'avais vu et décrivant l'agresseur. Ils ont tout noté, pris ma déclaration et m'ont dit que j'avais bien fait de courir et d'appeler à l'aide. Si j'avais joué le héros, j'aurais peut-être fini dans la piscine de mon propre sang, moi aussi. Mais ça ne semblait pas juste. J'avais l'impression d'avoir abandonné quelqu'un alors que j'aurais pu faire bien plus. L'homme blessé survécut de justesse. Il est resté à l'hôpital pendant des semaines, a perdu beaucoup de sang et a dû être opéré. La police l'a interrogé, mais il n'a pas voulu parler, identifier l'agresseur et porter plainte. Il a dit que c'était une affaire personnelle et qu'il ne voulait pas s'en mêler. L'affaire n'a mené nulle part. Ils n'ont jamais attrapé l'assaillant, ni même approché. J'ai quitté ce travail immédiatement et je ne suis jamais retourné toucher mon dernier chèque. Je me l'ai envoyé par courrier. J'ai obtenu mon diplôme l'année dernière et j'ai trouvé un vrai emploi de bureau. C'est ennuyeux et sûr, mais ça ne me dérange pas. Parce que cette nuit-là m'a appris que la violence ne s'annonce pas toujours. Parfois, il entre tranquillement, achète un soda et attend le bon moment avant d'exploser en quelques secondes. Même si je déteste l'admettre, j'ai eu de la chance de vivre pour raconter cette histoire. Parce que s'il avait su que j'avais vu ce qu'il m'avait dit de ne pas voir, il aurait raconté mon histoire bien différemment. J'avais 19 ans quand nous avons dû déménager à Nashville parce que ma grande sœur, Emma, avait commencé l'université et que ma mère en avait complètement dépassé et voulait que nous, les filles, puissions enfin acquérir une expérience concrète. Une amie d'une de ses amies m'a mis en contact avec le service de nuit de 7h à 11h, qui s'est avéré être mon tout premier emploi en ville. Honnêtement, ces heures m'ont mis à l'épreuve chaque nuit. Veiller toute la nuit, seul dans ce grand magasin, était encore quelque chose auquel j'essayais de m'habituer. Il y avait un silence si silencieux certaines nuits que je jurais que je suppliais un client d'entrer. C'était lundi, vers 1h du matin, et l'endroit était tellement silencieux qu'on entendait une épingle tomber. J'étais juste appuyé contre le comptoir, en train de jouer sur mon téléphone quand la sonnerie de la porte a retenti et qu'un gars est entré. Je ne pouvais pas dire quel âge il avait. L'homme portait un chapeau en lambeaux, associé à un vieux costume marron. Il était aussi complètement trempé de la tête aux pieds. L'eau coulait simplement de ses cheveux et de ses vêtements, formant de petites flaques sur le sol, juste là où il se tenait. J'ai cligné des yeux. Il n'avait pas plu cette nuit-là. Le temps était chaud et sec, mais cet homme avait l'air de sortir d'un lac. Je l'ai fixé et j'ai essayé de comprendre d'où venait toute cette eau. Il se dirigea directement vers le comptoir, sans même regarder autour de lui ni parcourir les environs. Il pointa le paquet de chewing gum. Celui-ci, confirmai-je en brandissant le sac. Quand il a hoché la tête, j'ai appelé. Ça fera 1,49 $. Ai-je dit, ma voix un peu trop forte dans le calme du magasin. Il laissa tomber un single froissé sur le comptoir et ne dit toujours pas un mot. Je me sentais un peu mal à l'aise en le prenant lentement. À ma grande surprise, elle était complètement sèche. J'ai fixé la facture, puis lui, attendant une explication, mais il a juste cligné des yeux et fixé. Je me raclai la gorge et hochai la tête. « Tu as besoin de quelque chose d'autre ?» Il n'a pas répondu et a continué à me fixer. Ses yeux étaient vides et froids et me donnèrent la chair de poule. Soudain, il se retourna et sortit, laissant des empreintes mouillées sur le sol jusqu'à la porte. Je l'ai observé par la fenêtre. Il se tenait sous un lampadaire vacillant juste à l'extérieur et fixait le paquet de chewing-gum dans sa main. « Monsieur, vous avez oublié votre monnaie. » Il ne réagit pas et ne se retourna pas. Il ne cessait de fixer le chewing-gum. Quelque chose me disait de rester à l'intérieur et de le laisser tranquille, mais je me sentais mal à propos du changement, pensant que c'était peut-être tout ce qu'il avait. Alors je suis sorti. « Monsieur, votre monnaie. » Il était à peut-être 3 mètres, toujours debout sous cette lumière cassée, fixant le chewing-gum. Sans prévenir, il déchira le paquet, sortit chaque chewing-gum et fourra tout le chaos dans sa bouche. Je me suis figé net. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je l'ai regardé mâcher lentement pendant 1 seconde avant qu'il ne commence à aller plus vite et plus violemment, jusqu'à ce qu'il commence à s'étouffer et à s'étouffer. Des larmes lui montèrent aux yeux et sa gorge se mit à tressaillir. Le sang commença à couler de sa bouche, mêlé à de la salive. Je pouvais littéralement voir la forme du sachet de chewing-gum coincé dans sa gorge, bloquant complètement sa trachée. Il s'étouffait juste devant moi.
J'ai peut-être crié ou quelque chose comme ça parce qu'il m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Tout mon corps a commencé à trembler en le regardant. Il ouvrit grand la bouche, enfonça ses doigts dans sa gorge et commença à essayer de sortir le paquet. Le sang jaillissait partout, le long de son menton et de sa chemise, et s'accumulait au sol. Il émettait ces bruits humides et gargouillants, mais n'arrêtait pas d'essayer de les sortir, ni de sourire. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais je n'y arrivais pas. J'avais commencé à sangloter. Finalement, je me suis ressaisi et j'ai couru à l'intérieur. J'ai verrouillé les portes et appelé le 911. Il y a un homme dehors qui s'étouffe. Il saigne. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je l'ai vu par la fenêtre. Même s'il s'était effondré sous ce lampadaire, il essayait encore d'enlever ce chewing-gum, souriant tout le long. Son corps tremblait de partout, comme s'il faisait une crise. Quand les policiers arrivèrent enfin, il était complètement immobile. Les ambulanciers ont essayé de l'aider, mais il était trop tard. Il était mort. Ils lui ont retiré le chewing-gum de la gorge et il était couvert de sang. La police m'a posé des questions. Ce qui s'est passé et ce que j'ai vu. Je leur ai tout dit. Ils ont échangé un regard et ont dit qu'il était probablement un vagabond sous la drogue. Que je ne devrais pas me blâmer alors qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Mais je n'arrive pas à me défaire de l'image de son sourire et de la façon dont il m'a regardé droit dans les yeux pendant que tout ce sang coulait. Il n'avait pas l'air défoncé. Il était totalement calme, comme s'il faisait exactement ce qu'il voulait. Et je ne peux pas oublier l'eau non plus. D'où diable tout ça sort-il? Ils n'ont jamais trouvé de solution, ni de source. J'ai quitté ce travail 2 semaines plus tard. J'ai dit à maman que je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas être seul dans ce magasin la nuit, ni rester près de ce lampadaire, ni vendre du chewing-gum sans voir son visage. Elle a compris et m'a aidé à trouver un emploi dans une bibliothèque non loin de chez nous. Je commence ma remise de diplôme cette année, mais je ne peux toujours pas être seul après la tombée de la nuit, ni supporter le calme, ni arrêter d'y penser. Et je me demande sans cesse s'il est venu exprès, s'il savait ce qu'il allait faire, et s'il m'a choisi pour en être témoin. Et je ne saurai jamais pourquoi.